Esta es la W, son las 5 de la mañana y 1 minuto, en el aniversario de la guerra de Ucrania. Un año de guerra, con todo lo que esto ha significado para el mundo, para la humanidad. Y saludamos en esta jornada al expresidente francés François Hollande, quien muy amablemente se une a esta emisión de conmemoración del primer aniversario de la guerra. Monsieur le Président François Hollande, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio. Bonjour. La première question qu'on voudrait vous faire, c'est un an après le début de la guerre d'Ukraine, comment a changé le monde? Comment a changé l'Europe? Qu'est-ce que ça a signifié pour tout un continent et pour la planète entière, cette guerre? La guerre n'a pas simplement bousculé l'Europe, elle a changé l'organisation même du monde, puisque il y a eu une évolution de ce regard que nous portions sur la Russie, et pour le monde entier, ce qui était un pays qui devait être respecté, qui devait être forcément entendu, mais qui ne devait pas recourir à la force pour faire prévaloir son point de vue, ce pays-là a perdu beaucoup de son influence et aujourd'hui est au bord des nations. Et c'est ce qui est très important, c'est-à-dire que ce régime autoritaire qui jusque-là avait été intégré dans l'ensemble des relations internationales, aujourd'hui est condamné par la plupart des pays de l'Assemblée générale des Nations Unies, et même s'il y a encore quelques alliés, la Chine et les principales dictatures d'ailleurs du monde, le reste, même avec certaines prudences comme l'Inde ou l'Afrique du Sud ou le Brésil, mais la plupart des pays aujourd'hui condamnent la Russie. Deuxièmement, ça a changé parce que nous avions conçu, nous dans les démocraties, que la guerre ne pouvait pas nous concerner, que nous étions certes bénéficiaires de nos propres alliances, de nos propres protections, de nos propres régimes, mais nous étions à l'abri des convulsions qui pouvaient toucher le reste du monde, le Moyen-Orient ou l'Afrique ou d'autres régions qui avaient été affectées par des crises. Eh bien, aujourd'hui, c'est sur le continent européen que se produit une guerre, et une guerre depuis donc plus d'un an. Enfin, l'Europe qui avait longtemps renoncé à penser à sa défense, qui s'était plutôt réfugiée dans une relation avec les États-Unis comme principal allié et bouclier, eh bien cette Europe-là est obligée maintenant de concevoir sa défense en commun. Monsieur le Président, vous étiez justement à l'Élysée quand Poutine a invadé la Crimée. On peut penser que c'est depuis ce moment-là qu'il a pensé à faire l'invasion qui a commencé il y a un an? Ou à quoi comment est-ce que ça a changé justement cette position et l'invasion qu'on a eue depuis un an? Poutine, depuis 2012, a pensé que les États-Unis ne voulaient plus être les gendarmes du monde et que les Européens n'étaient pas prêts à sacrifier leur mode de vie pour se défendre. Et donc il a essayé d'utiliser toutes les opportunités qui se présentaient à lui pour faire avancer les intérêts de la Russie, aussi bien en Syrie où il est venu au soutien de Bachar el-Assad, qu'en 2014 lorsqu'il a eu la possibilité, après la révolution de Maïdan, d'utiliser cet événement pour envahir la Crimée et une partie du Donbass. Mais il s'était arrêté là parce qu'il sentait bien que ce n'était pas possible d'aller plus loin. Il craignait qu'il y ait des réactions disproportionnées pour lui, et donc il a préféré les accords de Minsk, c'est-à-dire trouver un compromis. Et c'est quand il a, quelques années plus tard, compris que les États-Unis pouvaient se retirer d'Afghanistan comme ils se sont retirés, qu'il avait repris le contrôle de la Biélorussie, du Kazakhstan et d'autres pays qui étaient autrefois dans le giron de l'Union soviétique, et c'est là qu'il a commis une faute d'estimation, mais qu'il a à ce moment-là décidé d'envahir l'Ukraine pour reconstituer l'empire soviétique. Il a, de ce point de vue, sous-estimé la résistance des Ukrainiens, sous-évalué ce qu'allait être la réaction européenne,
et aussi sous-évalué ce qu'allait être la position américaine. Il a surestimé son armée. C'est ce qui explique qu'il a pour l'instant perdu ce qui était son objectif, son but de guerre, c'est-à-dire l'invasion de la totalité de l'Ukraine. ¿Qué pasa, Juan Pablo, si Rusia, en términos reales y prácticos, se va de la OTAN? Et alors, qu'est-ce qu'on peut penser en termes pratiques au sujet de l'OTAN et la situation que l'OTAN a provoquée autour de tout ça, et particulièrement avec la Russie? L'OTAN était dans une position difficile avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine, puisque il y avait des doutes sur son efficacité, sur sa pertinence même, et notamment dans la présidence de Trump, il y avait eu l'idée que l'Alliance Atlantique n'avait pas forcément eu un grand avenir. Et puis, l'invasion de l'Ukraine a provoqué un retour de l'OTAN. D'abord parce qu'il y a des pays qui ont rejoint ou qui ont voulu rejoindre l'Alliance Atlantique, la Finlande, la Suède, et aussi parce que tous les pays membres de l'OTAN se sont réinventés une vision commune, c'est-à-dire ont repensé leur alliance pour être beaucoup plus efficace d'abord dans l'aide à apporter à l'Ukraine, et deuxièmement à conjurer demain la menace russe. Donc l'OTAN devient l'organisation majeure, et au sein de l'OTAN, toute la question est de savoir si l'Europe veut constituer un pôle européen ou est-ce qu'on fait confiance uniquement à l'Alliance Atlantique et aux États-Unis. Moi, ma position, c'est qu'il est indispensable d'avoir un pôle européen au sein de l'Alliance Atlantique, et que l'Europe de la défense doit prendre aujourd'hui une nouvelle consistance et envisager de nouvelles fabrications et de nouveaux modes de coordination de nos efforts de défense. Señor presidente, Estados Unidos ha aprobado otro paquete de ayuda, $2.000 millones. Pero, ¿qué pasa si se comprueba la preocupación de Washington en el sentido de que la China le está pasando armas a Rusia para la guerra? ¿Cuál es ese escenario? Monsieur le Président Hollande, on sait déjà que les États-Unis ont à peu près dépensé $2.000 millions dans leur dernier paquet d'aide pour l'Ukraine. Cependant, de l'autre côté, du côté russe, il y a ce doute de la possibilité que la Chine soit en train de coopérer avec la Russie en leur donnant des armes. Quelle est la situation que l'on peut voir au niveau global selon cette possibilité avec la Chine? D'abord, les États-Unis ont consacré beaucoup de moyens financiers pour soutenir l'Ukraine et ont également apporté des moyens militaires. Toute la question est de savoir si dans 2 ans, le président des États-Unis, si c'est encore Biden ou si c'est un autre, aura toujours cette même volonté. Et si c'est un président républicain, il est à crainte qu'il puisse y avoir des évolutions. C'est ce que d'ailleurs espère Vladimir Poutine. Sur la Chine est l'allié principal de la Russie, mais elle veut défendre un certain nombre de principes parce que c'est son influence dans le monde qui est en cause. Donc elle ne veut pas qu'il puisse y avoir une remise en question des frontières, elle est très attachée au droit international, donc elle est dans une position ambiguë, elle est en soutien de la Russie sans pouvoir l'exprimer totalement, et elle fournit un certain nombre de moyens aussi à la Russie pour lui permettre de contourner les sanctions. Est-ce qu'elle donne des armes? Les États-Unis laissent penser que c'est possible, et je pense que la Chine réfléchira à 2 fois parce que la Chine craint beaucoup les sanctions économiques qui pourraient s'abattre sur elle si elle était regardée comme complice de la Russie. La grande différence entre la Chine et la Russie, c'est que la Chine a besoin du monde, alors que la Russie peut vivre sans le monde, hors du monde, en autarcie. La Chine, son économie, elle dépend du monde. Donc les États-Unis, les Européens
Européens, nous avons des moyens de pression sur la Chine, et si nous apprenions qu'elle donne des armes, nous pourrions à ce moment-là mettre en cause nos échanges avec la Chine, ce qui frapperait brutalement son économie. En su opinión, señores presidente, ¿la ayuda a Ucrania ha llegado demasiado tarde? Est-ce que vous croyez, Monsieur le Président, que l'aide pour l'Ukraine a peut-être arrivé un peu tard? D'abord, il y a eu une aide à l'Ukraine qui a été apportée avant la guerre. C'est-à-dire que depuis les accords de Minsk en 2015, il y a eu un soutien qui a été apporté aux Ukrainiens et même à l'armée ukrainienne, un soutien discret, mais un soutien efficace. Deuxièmement, c'est vrai que lorsque la guerre a été déclenchée, il y a eu beaucoup trop de discussions entre Européens, Américains, pour savoir s'il fallait fournir telle ou telle arme, alors que je pense qu'il faut fournir toutes les armes que l'Ukraine demande à la condition qu'elle ne les utilise pas pour frapper le territoire russe, parce qu'à ce moment-là, nous serions dans une escalade tout à fait dangereuse du conflit. El señor presidente Hollande ha tenido la gentileza de atendernos en este día tan especial. Juan Pablo, muchísimas gracias por su tiempo, por su entrevista. La última vez que lo vimos en Bogotá, estaba en una fiesta vallenata con Yuri Buenaventura, en casa de Giovanni Lanzoni. ¿Cuándo vuelve à la musique colombienne? Monsieur le Président, la dernière fois qu'on vous a vu ici à Bogota, ça a été dans une fête avec Yuri Buenaventura. Quand est-ce que vous allez retourner ici pour vivre une grande fête avec notre musique? Eh bien, j'attends votre invitation parce que j'aurai grand plaisir à revenir en Colombie et d'avoir aussi une pensée pour toutes les initiatives de paix qui se font dans ce pays et profiter de la musique pour avoir un peu moins de fête dans ce monde si triste. Merci bien, Monsieur le Président, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bueno. Oh, muy bien, muy bien. Muy bien, efectivamente. Estuvo en una parranda vallenata en... Buenísimo. Pero, parranda de casa, ¿no? No sabía la casa eso. de Lanzoni. Wow. Con Yuri Buenaventura, sí, señor. Wow. Sí, no, pues señor. ahí dijo que él simplemente está esperando la invitación para poder venir, para poder seguir acompañando a Colombia en todas esas iniciativas de paz que hoy existen y sobre todo poder compartir en medio de un tema muchísimo más agradable como es la fiesta. No, pues Lanzoni está listo. Usted sabe que él tiene la mesón vallenata abierta permanentemente. Resumen ejecutivo, el presidente de Francia, François Hollande. Bueno, la primera pregunta que le hicimos al presidente es cómo cambió el mundo, cómo cambió Europa en la guerra de Ucrania. Y dice, es que esto nunca nos lo habríamos imaginado. Nos cambió todo. Cambió la manera en que veíamos a Rusia, un país que antes era respetado e incluso comprendido. Ahora es un país que perdió su influencia y que ahora se encuentra en ese lugar donde están las naciones rechazadas. Es un régimen autoritario, condenado por las naciones. Pero también las democracias, que creían que ya los tiempos de la guerra habían pasado, particularmente las democracias europeas, pues se dieron cuenta que la guerra está ahí, siempre, porque fue precisamente sobre el continente europeo donde terminó dándose esta guerra. Y por eso ahora, dentro de los cambios que llegan para el mundo, un reto para Europa, el de tener que empezar a imaginar un proceso de defensa común, un proceso de defensa para todos los países que la integran, que es lo que ahora debe estar sobre la mesa. A la pregunta de Florencia sobre si desde el momento en el que se dio la invasión a Crimea y la guerra de Crimea se puede imaginar que Vladimir Putin iba a dar este paso. Dice el presidente François Hollande que desde el año 2012 Putin empezó a convencerse de que los Estados Unidos ya no eran los policías del mundo, que Europa no estaba ocupándose sino de sus propios intereses y por eso empezaron a verse algunos episodios como el respaldo a Bashar al-Assad en Siria. La revolución del Maidán terminó dándole una especie de luz verde para que él se tomara la Crimea y el Donbass, y ahí se detuvo. Pero
cuando ya vio que los Estados Unidos se retiraban de Afganistán y empezaba aún más a debilitarse esa presencia en esa zona del mundo, pues consideró que llegó el momento de invadir a Ucrania, siguiendo un punto de vista soviético, subestimando a la Unión Europea y sobreestimando a su propio ejército, que es lo que desemboca en esta guerra. Le pregunto a usted sobre la OTAN, Julio, y dice, mire, la situación de la OTAN antes de esta guerra era una, en donde muchos pensaban que era un organismo que más bien había perdido cualquier tipo de eficacidad y pertinencia. De hecho, durante la presidencia de Donald Trump, OTAN parecía ya agonizando, y lo que hizo la invasión a Ucrania fue devolverle la vida. Los países miembros reinventaron la OTAN, nuevos países llegaron a integrar la OTAN, y todo buscando una organización del Atlántico Norte que resulte eficaz a la hora de responder a este tipo de situaciones. Ahora OTAN es una organización mayor dentro del concierto internacional, y la pregunta que tienen que hacerse todos los países es si llegó la hora de crear un grupo o un polo particularmente europeo, no dependiente de Estados Unidos, al interior de OTAN o por fuera de OTAN, porque es indispensable pensar una Europa para defenderse, para la defensa. Sobre la China, pues dice él que los Estados Unidos efectivamente han invertido una cantidad ingente de medios financieros para apoyar a Ucrania, pero hay que pensar 2 años hacia adelante. Si la guerra continúa, ¿habrá cambio de presidente en los Estados Unidos? ¿Seguirá Joe Biden? ¿En 2 años existirá esta misma voluntad de ayudar a Ucrania y de apoyarlo? Eso habrá que verlo. Y sobre la China, que dice él es hoy el aliado principal de Rusia, es una situación difícil la que se enfrenta a ese país. ¿Por qué? Porque su influencia a nivel global podría quedar en cuestión si llegara a plantearse un apoyo total e irrestricto. Por eso China mantiene una posición ambigua. Está apoyando a Rusia, pero no lo dice de manera tajante. Si está enviando armas, es posible, pero él creería que es un riesgo demasiado grande para China que tal vez ese país no quiera correr, porque China, a diferencia de Rusia, sí teme las sanciones económicas. China necesita del mundo para funcionar, porque el mercado de la China es el mundo, mientras que Rusia puede vivir por fuera del mundo. Y recuerda él que tanto Estados Unidos como Europa tienen unos métodos de presión sobre la China, de aspecto económico, que hace que los chinos sean muy prudentes. ¿Llegó tarde la ayuda a Ucrania? Pues dice él que después de los acuerdos de Minsk, sí hubo un respaldo bastante discreto hacia ese país. Y no fue sino hasta que arrancó la guerra que empezó el debate sobre qué tipo de ayuda se debía dar a Ucrania. Y fue un debate que tal vez sí tomó demasiado tiempo. En lugar de enviar rápidamente armas, empezó la discusión de qué tipo de armas y qué uso se podía dar, sobre todo para no invadir el territorio ruso, que podría verse como un acto ofensivo. Así que considera él que tal vez se podía haber actuado de una manera mucho más acelerada o veloz cuando arrancó la guerra.